âgées. On en vient maintenant à notre page consacrée au département, un échelon territorial qui a survécu à la loi NOTRe, mais qui n'a pourtant pas échappé aux mutations impliquées par cette nouvelle organisation du territoire. Ses compétences ont en effet été élargies, mais se pose aujourd'hui la question des ressources de ces collectivités. L'ADF organisait une rencontre sur ce thème ce matin. Héloïse Grégoire. Les départements, une structure d'avenir, aujourd'hui dans une impasse. Ce cri d'alarme, c'est celui des présidents des départements. Ils se sont réunis ce matin pour échanger et faire le point sur leur mutualisation. Et selon eux, fusionner les collectivités est un moyen de pallier la baisse des dotations de l'État. Les départements aujourd'hui sont très contraints financièrement, notamment du fait des dépenses sociales qui augmentent et dépenses sociales qui ne sont pas compensées suffisamment par l'État. De ce fait-là, notre capacité à agir diminue et c'est bien là le nœud du problème. L'exécutif cherche à contrôler les dépenses des collectivités, ce qui agace certains élus qui dénoncent une recentralisation massive de la part de l'État. Nous avons protesté, les présidents de départements, les présidents de régions, les maires des communes, nous avons protesté contre une recentralisation rampante. Et en particulier, nous allons le dire demain à Matignon, puisqu'il y a une réunion de l'instance de dialogue qui précède la conférence nationale des territoires, nous n'accepterions pas une réforme fiscale qui remettrait en cause notre autonomie fiscale. Rendez-vous demain à Matignon pour préparer la prochaine conférence nationale des territoires qui aura lieu dans 2 mois. En attendant, les 3 grandes associations d'élus ont menacé de boycotter cette seconde édition. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Chavrier. Bonjour, merci à vous. Vous êtes professeure de droit public à Panthéon-Sorbonne. Vous êtes avocate au cabinet Fidal. Merci d'être avec nous. Olivier Richefou est également sur ce plateau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président UDI du Conseil départemental de la Mayenne. Bienvenue à vous. Philippe Grosvalet est également sur ce plateau. Bonjour. Président PS du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Et j'accueille enfin Frédéric Bierry. Bonjour. Vous êtes le président LR du Conseil départemental du Bas-Rhin. Vous êtes par ailleurs président de la commission Solidarité et Affaires sociales de Département de France. Première question pour vous, justement, Frédéric Bierry, puisqu'on a entendu ce thème ce matin avec cette réunion à Paris. C'est le département, on peut dire toujours que c'est une structure d'avenir, mais qui est dans une impasse ? Alors, bien évidemment, nous sommes à la fois une collectivité très moderne, qui a su évoluer au regard des besoins de nos concitoyens. On est dans une collectivité à taille humaine. On dit souvent qu'on est des élus à portée d'engueulade, donc on est proche de nos concitoyens. On est souvent un rempart face à toutes les difficultés que rencontrent nos concitoyens. Alors après, on se retrouve confronté à une difficulté, c'est que l'État fait de plus en plus peser les efforts de solidarité nationale sur les départements. Alors on a à la fois des enjeux liés au vieillissement, des enjeux liés à l'insertion des personnes en situation en précarité. Et face à ces enjeux-là, on a des contraintes budgétaires de plus en plus fortes et des recettes qui s'atténuent. Donc on est face à des difficultés, effectivement, pour faire face à cette équation. Philippe Grosvalet, c'est le principal défi aujourd'hui des départements, cette menace qui pèse sur leur autonomie fiscale et aussi ces difficultés de financement de leur mission première en matière de solidarité, ça a été rappelé. Je crois qu'il y a des défis plus importants à relever dans notre pays. On évoque souvent celui du vieillissement, celui du handicap, celui de l'éducation, celui des mobilités, celui des grands flux. Et je pense que les départements sont justement à la bonne échelle. Et contrairement à ce que l'on a prétendu un temps, c'est une bonne échelle. Pourquoi ? Parce que on voudrait nous faire croire que tout ce qui est grand, les métropoles, les grandes régions, seraient de nature à faire face à ces défis. Au contraire, ces défis doivent se faire justement dans la coopération entre les différents niveaux de collectivités locales et pas dans l'opposition. Et ces beaux défis que nous avons à relever, eh bien, nous avons pour nous, notre histoire, nos savoir-faire, nos compétences, nos agents qui sont tout à fait aptes à relever ces défis. Au fond, nous agissons de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et donc ce défi-là est un défi merveilleux à relever. Et pourtant l'existence du département lycée, ça a été un temps menacé, notamment par la loi NOTRe. Dans un premier temps, on voulait supprimer cet échelon départemental. Aujourd'hui, comment on fait pour rééquilibrer le département ? Ça a été rappelé encore une fois face au poids des métropoles et des régions. On a connu effectivement, sans faire de mauvais jeu de mots, une valse à plusieurs temps, puisque
le gouvernement qui était présidé par M. Valls voulait nous supprimer avant de nous rétablir. Et je crois qu'il a eu raison de nous rétablir parce que, comme ça a été dit à l'instant, nous accomplissons tous les jours des missions indispensables à nos concitoyens. Et c'est la raison de notre existence d'ailleurs. Si nous n'avions pas de rôle utile à nos concitoyens, nous n'aurions pas de raison d'exister. Je crois qu'en revanche, on ne peut pas rester immobile. Dans un monde où tout bouge, il faut aussi que nous bougions. Et c'était l'objet de nos discussions ce matin. Oui. Géraldine Chavrier, on voit cette difficulté aujourd'hui des départements à trouver finalement leur place dans cette nouvelle organisation territoriale face au poids grandissant des métropoles et des régions. Est-ce qu'ils y parviennent selon vous ? Oui, ils sont en train de se repositionner. Les départements sont actuellement extrêmement innovants. Ils utilisent de vieilles techniques juridiques comme les ententes interdépartementales, les établissements publics interdépartementaux. Ils essaient de mutualiser, de coopérer. Ils utilisent énormément ce qui reste de compétences pour se renforcer. Ils ont la compétence chef de file en matière de solidarité territoriale. Et pour eux, c'est une très bonne façon de se repositionner, notamment par rapport aux métropoles, parce que tout ce qui concerne les villes rurales, petites et moyennes, sont parfois un petit peu abîmées par le développement de la métropole et c'est la place du département. Donc c'est un nouveau relationnel, aussi bien en termes d'exercice des compétences, où ils vont se renforcer sur leur cœur de métier, et en termes de coopération et de mutualisation qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Ouais, on viendra sur cette question de la mutualisation dans un instant. Est-ce qu'il y a une recentralisation rampante ? C'est ce qu'a dit ce matin le président du Sénat, Gérard Larcher, une tentation pour l'exécutif justement d'avoir la main mise sur les départements ? Alors, on est dans une situation un petit peu où il y a un certain... On ne sait pas trop où on va aller. On a l'impression parfois qu'on est écouté par le gouvernement quand il parle de pacte girondin. Et nous, alors ça nous convient bien parce qu'on pense qu'aujourd'hui, face aux enjeux de la société de proximité, eh bien, les départements, avec le bloc communal, ont un rôle à jouer majeur. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais on attend des preuves d'amour. C'est-à-dire qu'on nous déclare la flamme au pacte girondin, mais aujourd'hui, on voudrait que ça puisse être mis en œuvre concrètement, qu'on nous fasse réellement confiance. Ça passerait par quoi, ces preuves d'amour, écoutez, alors, il faut retrouver la capacité à agir. Nous, on a la capacité à agir, c'est trois conditions. Le droit à agir. Aujourd'hui, sur des champs comme l'économique, c'est important pour nous de pouvoir agir dans l'économie de proximité, dans l'écosystème de l'entreprise. C'est les moyens à agir. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une vraie difficulté. Et la maîtrise des moyens à agir, l'autonomie financière. C'est à ces trois conditions-là que les preuves d'amour sont remplies. Vous êtes d'accord, Philippe Grosvalet ? Oh, c'est un débat vieux comme le monde. Et oui, je pense qu'il y a de tout temps eu la volonté de recentraliser de la part de l'État. Et il y a eu un grand événement en France qui était les premières lois de décentralisation sous l'égide de Pierre Mauroy. Ces lois de décentralisation ont amené un progrès extraordinaire, 40 ans de progrès local en France qui est lié à la décentralisation. Et moi je répète souvent, la décentralisation c'est un projet. C'est un projet politique, c'est un projet démocratique. Et depuis quelques années, quels qu'aient été les gouvernements, de droite et de gauche, on a voulu nous faire croire que c'était un simple mécano institutionnel. Et à force de développer ce mécano, eh bien, on a opposé entre eux les différents niveaux de collectivité locale plutôt que de parler de progrès. Or, les grands défis que j'évoquais tout à l'heure méritent véritablement un autre sort. Et la décentralisation, là où les citoyens peuvent décider plus proche de leurs préoccupations, c'est un gros projet politique en soi. Et actuellement, il y a une remise en cause forte, à la fois politique, à la fois administrative, de notre autonomie et de la décentralisation. Alors, avant de vous donner la parole, Olivier Richoux, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Raffarin, puisque lui aussi, eh bien, en tant qu'ancien ministre, a contribué à cet acte 3 de la décentralisation. Il était à l'invité hier de notre matinale Territoire d'Info. On l'écoute. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts de décentralisation. Je pense que l'équipe politique a réussi beaucoup de choses. C'est une équipe réformatrice. Il y a des choses qui sont très positives, mais il y a un sujet sur lequel on sent que le pouvoir n'a pas encore trouvé ses marques. C'est les relations avec le territoire, la cohésion sociale, la cohésion territoriale. Cohésion sociale et cohésion territoriale. La France, c'est quand même du cristal. Ça demande d'être vraiment traité avec une grande sensibilité. Sensibilité sociale, sensibilité territoriale. Et ça, il faut faire attention parce que ça risquerait d'être finalement le point de fragilité d'un système qui se veut réformateur, dynamique et actif, mais qui toucherait le cristal d'un peu trop près. Olivier Richoux, sans pousser la métaphore du cristal. C'est une belle expression. Oui. Le cristal est une belle expression. Je crois qu'effectivement, on est dans une situation de très grande fragilité. On voit bien qu'il y a une montée en puissance des métropoles nécessaire face aux enjeux internationaux.
y compris vis-à-vis de nos entreprises. Mais on constate aujourd'hui une vraie fracture avec à la fois les quartiers périphériques dans les grandes villes, mais aussi, je crois, avec les territoires plus ruraux. Donc il nous faut retrouver un équilibre, et les départements sont une structure qui permettra de retrouver, qui permettront ces départements de retrouver cet équilibre nécessaire. Car aujourd'hui, cette fracture, on la ressent. Un département comme la Mayenne, qui est un département rural, a un sentiment d'abandon. Donc il faut gommer ce sentiment d'abandon, refaire confiance aux élus. Je dis refaire confiance, car je crois qu'effectivement, le gouvernement actuel ne fait pas assez confiance aux élus locaux. Et pourtant, il y a beaucoup de gestes envers les élus locaux. Géraldine Chavrier, on voit ces conférences des territoires. Il y en aura une à Matignon. Demain, la plupart des ministres du gouvernement seront sur le terrain, justement, à l'écoute des citoyens. Comment vous évalueriez, vous, le lien, justement, entre les territoires et le gouvernement actuellement ? Et il est assez contradictoire. Il y a des propos, la révision constitutionnelle notamment, qui est annoncée, annonce quand même un pouvoir d'adaptation des lois et des règlements au territoire, ce qui est attendu depuis des années, ce qui veut dire qu'il y a une confiance certaine qui y apparaît accordée au territoire. Et puis d'un autre côté, quand on regarde quand même la façon dont les choses sont mises en œuvre, l'État est en permanence à la manœuvre. On dirait qu'il y a un manque de confiance dans la maturité des collectivités territoriales. Quand vous parlez des conférences territoriales d'action publique et non pas la conférence nationale, on la crée pour une coordination locale, pour une intelligence locale, mais la loi a vraiment déjà bien fixé le cadre de ces TAP, les instructions derrière nous expliquent quasiment quel doit être le règlement intérieur. Il y a un manque de confiance, mais il y a des initiatives, donc en fait c'est l'histoire de la décentralisation, c'est-à-dire la conscience qu'il faut décentraliser, qu'il faut faire confiance au territoire, et la peur du niveau étatique de les laisser effectivement s'exprimer et de laisser peut-être une désorganisation complètement fantasmée sur le territoire. Mais elle est là, cette recentralisation rampante, oui, telle que l'a décrit Gérard Larcher ? Oui, elle est là notamment en matière financière. C'est-à-dire que vous pourrez annoncer toutes les améliorations que vous voudrez en termes de compétences, tant que sur un plan financier, les collectivités territoriales n'auront aucune autonomie fiscale, même limitée, mais conserver des taxes où ils vont pouvoir avoir la maîtrise des taux, la libre administration sera de façade, l'État continue à charger de plus en plus les collectivités territoriales, ne leur donne pas les moyens financiers d'opérer réellement ces compétences. Par ailleurs, les textes nationaux sont toujours aussi précis, de la loi au règlement jusqu'à l'instruction, donc on est encore très loin du compte. Et la recentralisation, elle apparaît dans beaucoup de domaines. Je pense notamment, là c'est plus les départements, mais c'est pour vous montrer le mouvement. Concernant le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l'État revient en puissance en matière d'apprentissage, alors qu'on pensait que c'était acquis pour la décentralisation. Aux grandes dames des régions. Alors dans ce contexte, les départements ont décidé bien de s'allier. Ils expérimentent à certains endroits la mutualisation des services. C'est le cas dans la Sarthe, mais aussi en Maine-et-Loire, où il n'y a désormais plus qu'un seul laboratoire d'analyse pour surveiller la sécurité alimentaire, la santé animale ou l'environnement. C'est un reportage de Fabien Recker. C'est un contrôle de routine. Dans cette cantine scolaire du Mans, Charline Pinault effectue des prélèvements qui vont être analysés en laboratoire. Je vais contrôler un plat et je vais faire 2 contrôles de surface. Donc j'ai vu avec le chef, donc en général on prend des plats, le fait maison. La sécurité alimentaire fait partie des missions de service public confiées à Innovalis. Ce laboratoire public interdépartemental est le fruit d'une mutualisation entre la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Il y a 4 ans, les 3 collectivités ont décidé de fusionner leurs équipements respectifs et de mutualiser leurs dépenses. La mutualisation dans ce type d'infrastructure et d'équipement, c'est évidemment de faire des opérations d'achat en commun qui nous permet de réduire les coûts, de ne pas avoir la réplique de plusieurs appareils qui sont inutiles dans chaque département, mais utiles à l'ensemble des départements. Et donc là aussi, c'est une source d'économie indiscutable. Comme pour l'achat de cette machine fabriquée au Japon, capable de détecter la présence de pesticides dans l'eau au millième de gramme près. Son coût, 250 000 €, réparti entre les 3 départements. Achat groupé, numérisation des archives ou tourisme fluvial, Sarthe et Maine-et-Loire multiplient les coopérations, associant également la Mayenne. Une solidarité qui répond à la baisse des dotations de l'État et à l'augmentation des dépenses sociales. De là à parler de fusion, il n'y a qu'un pas. Pour l'instant, c'est un mot un peu tabou qui fait peur. Bon.
Il faut donc d'abord aller pas à pas. Et je pense que plus les mutualisations seront effectives, et on s'apercevra que c'est bénéfique pour tout le monde, plus les coopérations vont se développer dans tous les domaines, on peut aboutir un jour, ou pas, mais on peut aboutir un jour à des fusions. Il faut qu'une identité se dégage. Fusion ou pas, pour cet élu du Maine-et-Loire, membre de l'opposition départementale, la voie de la mutualisation devra être engagée plus courageusement. Nous, on pense qu'il faut effectivement aller plus loin en matière de mutualisation, de coopération, pas uniquement avec les départements, aussi avec les intercommunalités, aussi avec la région, et pas de manière cosmétique pour 1 ou 2% du budget. Il faut qu'on dégage 10, 15, 20% de marge de manœuvre supplémentaire si on veut simplement pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyens. Confrontés au développement de la métropole nantaise, ces départements s'interrogent en tout cas sur leur avenir. Une certitude, ils doivent désormais s'allier pour peser. Olivier Richefou, ça a été facile à mettre en place, cette expérimentation, ce laboratoire unique commun à tous ces départements? Alors je ne suis pas le mieux passé pour en parler puisque nous n'en faisons pas partie actuellement. Alors... Voilà. Et c'est plutôt Philippe Grosvalet qui pourra en parler. Oui. Mais je crois qu'en revanche, on a entamé avec la Sarthe et le Maine-et-Loire sur d'autres sujets. Ça a été évoqué notamment sur le tourisme fluvial, qui est sans doute anecdotique, mais c'est un symbole. Ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels nos 3 départements se rassemblent. Nous venons d'enchaîner sur tout ce qui est archivage numérique. Nous nous apprêtons sur des sujets plus techniques également à travailler ensemble. Moi, je crois qu'il faut apprendre à travailler ensemble. Et puis, comme l'a très bien dit Christian Gillet, mon collègue du Maine-et-Loire, c'est étape par étape. Voilà, on va commencer à travailler ensemble, on va mieux se connaître, mieux s'apprécier. Puis quand on s'apprécie, on finit quelquefois par aller au-delà des simples fiançailles. Ouais, c'est envisageable ce type de fusion. Et puis cette question, est-ce que c'est facile à mettre en place? Est-ce que ça prend du temps? Comment ça s'est passé? La question n'est pas de savoir si c'est facile ou pas facile. Rien n'est jamais facile. La question, c'est de dire à nos concitoyens à quoi ça sert un laboratoire public et pourquoi nous nous sommes alliés pour faire survivre ces laboratoires publics qui sont des outils de protection de nos populations, qui sont des outils de développement économique pour l'agriculture et qui sont aussi des outils de protection sanitaire en cas de grave crise. C'est un laboratoire public. Et pour résister aux logiques qui tendaient à nous faire disparaître, nous sommes alliés dans un premier temps et très vite nous avons décidé de fusionner pour être parmi les premiers laboratoires de France et même d'Europe en termes de qualité mais aussi en termes de rentabilité économique. Donc nous faisons la démonstration que à la fois nous rendons une mission de service public mais qu'en même temps nous sommes conscients de l'usage des deniers publics et économes. Frédéric Bierry, il y a toujours un peu de tabou à parler de fusion. On sait aussi que le gouvernement vous demande à réfléchir à la création d'un département unique en Alsace. Alors, il y a d'abord l'enjeu du bon périmètre de l'action publique qui doit répondre, dans mon sens, à plusieurs conditions. D'abord, un sentiment d'appartenance, l'efficacité de l'action publique et sa face levier de développement. Nous, en Alsace, les 2 départements du Bas-Rhin et du Rhône, on a l'habitude de travailler ensemble de longue date. On a déjà, d'ailleurs, fusionné nos agences touristiques. Parce qu'il y avait une agence touristique Haut-Rhin, une agence touristique Bas-Rhin. Pour nous, alors le Haut-Rhin étant en bas, le Bas-Rhin étant en haut, l'enjeu c'est l'Alsace, c'est là qu'il y avait une vraie identité touristique. Donc on a fusionné parce que ça avait du sens, nos agences. Aujourd'hui, nous réfléchissons ensemble à créer une collectivité à statut particulier qui fédérerait à la fois les compétences des 2 départements, mais des compétences aussi de l'État qui ont du sens, puisque nous voulons construire une recollectivité d'Alsace, puisque notre enjeu, nous, il est rhénan, parce qu'il y a un potentiel de développement économique autour de l'espace du Rhin supérieur, et donc on veut aller beaucoup plus loin que la fusion. Parce qu'au-delà des enjeux de défendre telle ou telle collectivité, ce qui est important avant tout, c'est l'efficacité de l'action publique au service du développement de notre territoire. Géraldine Chavary, quel regard portez-vous sur ce reportage, sur ces expérimentations, ces mutualisations? Ça va dans le sens de l'histoire, c'est inéluctable? Ah oui, de toute façon, le département aujourd'hui est contraint à un repositionnement local. Donc, il doit, d'une part, retrouver des marges de manœuvre financières et donc mutualiser. Et il doit s'interroger sur la façon dont, localement, il peut le mieux survivre en fonction des acteurs locaux. Face à une métropole, quelle est la relation avec la métropole? Est-ce qu'on va aller jusqu'à une fusion de départements et de métropole? Est-ce qu'on va aller vers des collaborations contractuelles? Les départements eux-mêmes peuvent s'interroger en fonction, là encore, de la circonstance locale. Je pense notamment dans la métropole de Paris, vous avez des projets de fusion du département des Yvelines et des Hauts-de-Seine parce qu'il faut peser face au sein de la métropole. Donc c'est l'avenir parce que c'est l'adaptation, c'est
Maintenant, nous avons des acteurs locaux qui sont en train de se mettre en place et chacun doit choisir la façon d'évoluer et les coopérations institutionnelles sont envisageables, les fusions sont envisageables, la simple mutualisation des services est envisageable. Tout est ouvert aujourd'hui et c'est ce que ont parfaitement compris les départements et ce matin, nous avons pu voir à quel point ils se sont engagés dans ce mouvement et c'est probablement la clé de survie du département. Survie, car qui dit fusion dit risque de disparition, Olivier Richefou? Oui, moi je crois d'abord que les départements ont un rôle à jouer dans la coordination de l'action vis-à-vis des communautés de communes. C'est d'abord un axe important d'action des départements qui joue ce rôle de proximité vis-à-vis des territoires infra, si j'ose dire. Et puis face à des régions qui ont bougé, face à la montée en puissance de ces communautés de communes, je crois qu'il faut aussi que l'on soit innovant et qu'on accepte de bouger. On demande à nos partenaires de mutualiser quelquefois, on le demande à nos amis pompiers, on le demande aussi aux structures qui travaillent pour nous dans le secteur de l'enfance ou des personnes âgées. Il faut que nous aussi, on mutualise un certain nombre de nos fonctions support. Et je ne crois pas qu'il faille que l'on attende que l'État nous donne les règles du jeu. À nous de nous saisir de ces opportunités, des marges de manœuvre que nous avons encore pour évoluer dans un monde qui évolue. Il n'y a pas d'encouragement de l'État à cette mutualisation des services, Philippe Grosvalet? Non, non, aucune. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos départements sont aussi devenus des assembliers des politiques publiques, des territoires. Et que ce rôle entre des régions devenues plus grandes ou des grandes villes ou des métropoles, ce rôle d'assemblier pour faire vivre ensemble les territoires urbains, les territoires ruraux, les régions, les départements, les communes, eh bien ce rôle d'assemblier est important pour les départements. Et pour que ce rôle soit reconnu, il faudrait, comme l'a dit Madame, qu'il y ait de la confiance. Mais il faudrait aussi qu'il y ait du respect envers nos collectivités. Retrouver la confiance entre l'État et les collectivités, entre les citoyens et les élus, entre le monde économique et le monde politique. Voilà, je crois, un beau défi pour notre pays. Peut-être une question pour vous, Frédéric Bierry, puisqu'on abordait aussi les questions de fiscalité locale. On sait que le gouvernement veut supprimer la taxe d'habitation. Il y a des pistes qui sont à l'étude justement pour peut-être transférer une partie de ces taxes au département. Ça serait bienvenu, ça serait une nouvelle ressource pour vous? Alors aujourd'hui, on évoque surtout la possibilité que les taxes la taxe foncière touchée par les départements partent en direction des communes. Donc c'est plutôt une logique perdante pour les départements. Nous, c'est important de conserver une autonomie fiscale. Et donc, aujourd'hui, pour cela, la taxe foncière est un des éléments pas suffisants, certes, mais si on était amené encore à perdre une part de notre autonomie, je pense qu'on porte atteinte à la démocratie populaire. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans une démocratie d'administration où c'est finalement au niveau des administrations centrales qu'on décide de l'avenir d'un territoire. Si nous perdons notre capacité d'autonomie financière, elle est déjà très faible. C'est une part encore de démocratie populaire qui disparaîtrait sur notre territoire. Oui. Sur ce thème, Géraldine Chavrier, est-ce que c'est nécessaire justement de maintenir ce lien aussi avec le contribuable pour bien comprendre cet échelon de proximité qu'est le département dont on parlait au début de ce débat? Alors bon, là, il y a des débats pour savoir s'il faut effectivement que la fiscalité soit directement liée à la vocation du niveau de collectivité territoriale. Je pense qu'en France, c'est particulièrement nécessaire. Je dirais que scientifiquement parlant, rien ne l'oblige, mais le département a une identité forte auprès des usagers, et effectivement, il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Mais je trouve qu'on dilue le débat quand on s'interroge sur ces questions-là. Aujourd'hui, le débat, il n'est pas là. Il est sur la prise en charge d'abord financière de toutes les charges que l'État transfère au département. Je pense par exemple aux mineurs non accompagnés étrangers. On ne peut pas continuer à demander au département de prendre une charge qui ne permet pas pour eux de fonctionner en bonne capacité. Il y a cette question-là, et puis il y a la question, de façon générale, de la définition de l'autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales dans la Constitution. Ce n'est pas une chose qu'on va toucher demain. On peut s'interroger sur, effectivement, est-ce que ce doit être la TVA ou est-ce que ce doit être la taxe foncière? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la question principale. La question principale, c'est est-ce qu'on peut continuer à fonctionner avec des dotations qui diminuent et avec des charges qui sont en augmentation et des ressources sur lesquelles les collectivités territoriales n'ont plus la main. Pourtant, quand on entend le gouvernement, les choses ne vont pas évoluer. Olivier Richefou, il va falloir continuer justement à être imaginatif, à trouver des nouveaux moyens pour faire des économies. Moi, je crois que de toute façon, le constat que l'on fait, c'est que l'État n'a pas d'argent.
on le voit bien, ces promesses de supprimer la taxe d'habitation, qui vont coûter 20 milliards, il est dans la difficulté pour trouver des solutions pour les compenser. Donc attendre de l'État qu'il prenne en charge toute l'augmentation de nos dépenses, je crois que c'est vain. Il faut trouver, ceci dit, un juste équilibre. Les départements, c'était nos débats tout à l'heure, au sein du bureau de l'Assemblée des départements de France, que nous avons quitté pour venir vous rejoindre. C'était les débats sur la péréquation que nous pouvons mettre en place. Mais il faut également que le gouvernement fasse un geste, à la fois sur les mineurs non accompagnés, mais aussi, comme vous l'avez dit, bien évidemment, sur la question des compensations des allocations individuelles de solidarité. Ouais. Et qu'il fasse un geste au moins équivalent à celui que nous faisons, nous, dans la péréquation que nous mettons en œuvre. Ce débat était déjà présent sous le quinquennat précédent. Il n'y avait pas vraiment eu d'issue favorable justement à la demande des départements de France, Philippe Grosvalet. Oui, je pense que l'État ne peut pas continuer à se retourner vers les citoyens locaux, l'impôt local, c'est-à-dire nos collectivités, pour financer les grands défis que j'évoquais tout à l'heure. On a parlé des grandes migrations internationales et des jeunes, mais on peut parler aussi du vieillissement et des EHPAD, ça fait la une de l'actualité, la question du handicap, la question des personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi, donc de l'insertion. Ces grands défis qui sont du ressort de la solidarité nationale, on ne peut pas comme ça indéfiniment les faire porter par nos collectivités locales et nos seules collectivités locales, au risque de nous faire disparaître simplement par la question financière. Et il y a là un enjeu de solidarité nationale et l'État doit prendre toute sa part. Nous prenons la nôtre, nous continuerons de prendre la nôtre, mais l'État doit prendre toute la sienne. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer les mutualisations, les fusions parfois, tout en conservant l'identité, l'échelon de proximité que représente le département, Frédéric Viry? Ce qui est important, c'est que nos concitoyens se retrouvent dans le périmètre. C'est pour cette raison que nous défendons aujourd'hui le périmètre alsacien, parce qu'il y a une identité forte autour de ce périmètre-là. C'est ça le plus important. Après, aujourd'hui, pour répondre à cet enjeu aussi financier, pour faire face aux solidarités sociales et aux solidarités territoriales, je pense que si le gouvernement nous faisait complètement confiance sur la gestion des fonds autour de ces politiques, s'il nous laissait la liberté d'action complète, y compris dans des domaines où nous avons normalement la compétence, je pense notamment à l'insertion dans l'emploi. Aujourd'hui, si nous avions complètement les coudées franches, non seulement on réussirait à placer plus de personnes en emploi, on pourrait diminuer un certain nombre de coûts. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on pourrait améliorer la situation. Il y a bien sûr les mutualisations, les ententes, la bonne échelle de l'action, mais il y a aussi une véritable capacité à être sur les thématiques que nous portons complètement à la manœuvre. Alors, on le disait, il y aura la conférence nationale des territoires demain. Pour l'instant, vous maintenez le dialogue avec le gouvernement, vous serez présent, vous n'allez pas jusqu'au bras de fer. On se souvient que les régions de France avaient justement claqué la porte pour l'instant. On n'en est pas à ce... On reste a priori présent. Nos collègues en discutent, mais je crois qu'on sera présent demain dans la réunion préparatoire. Ce n'est pas la conférence demain, c'est la réunion préparatoire. Et les départements sont un peu comme le Sénat, c'est une institution de sages, donc nous continuons de discuter, mais nous sommes exigeants envers le gouvernement. Eh bien, merci à vous Philippe Grosvalet, merci Olivier Richoux, merci Géraldine Chavrier, merci à Frédéric Bierry d'être venu sur ce plateau. Merci. On retourne après.